la souveraineté politique dans le monde d'aujourd'hui n'existe plus sans la souveraineté technologique. Comment nos cerveaux sont-ils devenus des terrains de lutte où l'enjeu est de façonner nos esprits ? Avec quelle stratégie et quel but ? Et au service de qui ? L'IA et les technologies numériques transforment-elles notre compréhension du monde et nos capacités de décider librement ? Pour répondre à ces questions, j'accueille aujourd'hui Bruno Giussani, animateur d'idées, journaliste, expert de l'impact des innovations technologiques, global curateur pendant 20 ans des conférences TED. Il a aussi écrit pour de nombreux journaux en Suisse, France, Italie et aux États-Unis et a cofondé pour Feu l'Hebdo le Forum des 100. Sur le thème d'aujourd'hui, il vient de terminer 2 nouveaux livres, Moins d'Amérique dans nos vies, publié aux éditions Georg, et Les Nouvelles Guerres cognitives, qui sortira en février 2026 à Paris. Je suis Bertrand Kieffer, médecin et éthicien, et vous écoutez Parce qu'il faut bien vivre, un podcast d'entretien qui explore la jungle des défis contemporains. Bienvenue. Bonjour Bruno Giussani. Bonjour. Dans votre passionnant podcast DevTech, la menace cognitive, vous décrivez en détail la myriade de dispositifs conçus pour briser l'intégrité de nos esprits et qui nous plongent dans un monde saturé d'informations, d'écrans, de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle, de stratégies de manipulation. Vous dites nos cerveaux deviennent de véritables champs de bataille. Peut-on parler carrément d'une guerre cognitive ? Oui, certainement. Dans cet écosystème, nous fonctionnons à longueur de journée en laissant derrière nous des traces, de très nombreuses traces de ce que nous faisons. On le sait, on sait qu'on nous surveille à travers notre téléphone, sur Internet, etc. On n'est peut-être pas tout à fait conscient de la quantité de traces et d'informations et de données qui sont recueillies sur nous. On n'est pas tout à fait conscient, je pense, pour la majorité d'entre nous, de la granularité du détail de ces informations. Et la quantité de données personnelles et combinée avec les types d'outils qu'on utilise font qu'on est dans une situation où ceux qui possèdent et contrôlent ces outils peuvent cibler personnellement chacun d'entre nous avec un type ou l'autre d'information. Et ça à une échelle de toute la société. Donc, c'est du ciblage individuel de masse. Quand je dis ça, on pense, oui, cible la publicité, et donc la pub qui apparaîtra sur mon écran sera pour des chaussures, et celle qui apparaîtra sur votre écran sera pour des livres, et voilà, c'est très bien. Mais c'est pas que ça. C'est que on ne peut plus être sûr de pratiquement aucun morceau d'information qu'on reçoit. On ne peut plus être sûr non seulement de sa véridicité, mais on ne peut plus être sûr de son importance parce qu'ils sont plus hiérarchisés. On ne peut plus être sûr s'il y a toute une série d'informations qui nous sont cachées. Et dans ce contexte-là, nos esprits sont totalement pris au dépourvu parce que nous, on fonctionne sur la base de faits et on fonctionne sur la base de capacité de lire le monde, comprendre le monde, décider par nous-mêmes par rapport à comment agir dans le monde. Et là, on se trouve dans une situation où c'est d'autres qui peuvent décider ça pour nous. Un des effets les plus profonds, je crois, de 15 à 20 ans de réseaux sociaux dans notre vie, c'est qu'on a perdu la hiérarchie de l'importance relative des informations. Quand je suis devant mon écran, quel qu'il soit, et je regarde à mon flux d'informations, en fait, le fait que une amie a un nouveau chien et donc il y a la photo du chien, et puis il y a des enfants qui sont tués à Gaza, et puis il y a la recette que quelqu'un est en train de faire et dont il y a la photo qui apparaît, devient totalement amalgamé en termes de leur importance relative. Et ça nous conditionne par rapport à la capacité de saisir qu'est-ce qui est important, gros, grave, lourd dans le sens politique de la chose, ou dans le sens social de la chose, dans le sens culturel de la chose, et ce qui est que de l'amusement ou que des informations anodines qui nous viennent d'amis, etc. Tout se mélange. Donc ça, c'est un phénomène qui est devenu très, très marqué depuis que les réseaux sociaux sont dans notre vie. Le deuxième phénomène, c'est cette infrastructure-là est devenue l'infrastructure principale par laquelle beaucoup de gens
comprennent le monde, c'est-à-dire s'informent sur le monde, et je dis s'informent entre guillemets. Nous qui avons un certain âge et qui venons de notre écosystème informationnel, on peut se dire mais c'est pas de l'information, mais ça c'est la réalité de ces personnes-là. Et c'est-à-dire leur relation à la marge du monde passe par la médiation de ces systèmes. Ce qui signifie que leur capacité de décider de la réalité du monde, de la comprendre avec lucidité, de délibérer par rapport à ça individuellement ou collectivement, est aussi médiée par ces systèmes. Troisième élément et dernier, ces systèmes ne sont pas neutres. On a un peu souvent l'impression que puisqu'il s'agit de machines, elles ne peuvent être que quelque part neutres objectives. En réalité, tous ces systèmes sont conçus par quelqu'un, développés par quelqu'un, programmés par quelqu'un et contrôlés par quelqu'un. Ce quelqu'un, en général, dans notre vie d'Européens, sont une dizaine d'entreprises américaines et qui peuvent programmer ces systèmes dans une direction ou dans une autre. Si on demande à ChatGPT, explique-moi comment je peux construire une bombe dans ma cuisine, probablement la machine va répondre quelque chose comme « Désolé, je ne peux pas te répondre ». Si on demande par contre à un chatbot chinois comme DeepSeek, explique-moi ce qui s'est passé en 1989 sur la place Tiananmen. La machine va répondre quelque chose comme ça dépasse mes compétences, parlons plutôt de quelque chose d'autre. Alors nous, comme occidentaux, on regarde le premier cas, celui de la bombe, comme une sorte de prise de responsabilité de l'entreprise qui a programmé le système pour qu'il ne diffuse pas d'informations dangereuses pour la société. Dans le deuxième cas, on réagit plutôt en disant, avec un sourire, en disant « Oui, voilà, c'est un exemple de censure chinoise sur des vérités historiques qui sont pas commodes pour le gouvernement et pour le parti communiste chinois. » En réalité, les deux choses sont exactement la même chose du point de vue technique, c'est-à-dire sont des expressions de mécanismes qui prouvent que la machine peut être programmée pour dire certaines choses, ne pas dire certaines autres choses et comment les dire. Évidemment, si elle peut être programmée pour ne pas diffuser les informations sur comment construire une bombe, elle peut être programmée pour n'importe quoi d'autre. Et donc, elle peut être programmée pour nous influencer spécifiquement, pour vous cibler en fonction de ce que la machine sait de vous, vos points faibles, vos points sensibles, votre compte en banque, vos peurs, etc. Et pour me cibler en fonction de ce qu'elle sait de moi sur les mêmes critères. Il ne faut pas oublier que l'Internet est arrivé dans notre vie comme un outil de liberté, de créativité, de connexion entre les gens, de capacité de s'exprimer librement, etc. Je pense qu'un moment certainement clé a été en 1996, la décision de l'administration Clinton de décharger les entreprises de tech et notamment celles qui géraient des sites d'information et des plateformes d'information de toute responsabilité par rapport à ceux que les utilisateurs diffusaient sur leur plateforme. C'est une loi qui est encore en vigueur aux États-Unis et je pense que c'est vraiment le point de départ du chaos informationnel dans lequel on est aujourd'hui. Et toujours sous Bill Clinton, il a aussi été décidé qu'en tout cas aux États-Unis, il n'y avait pas vraiment de droit à la sphère privée, à la protection de la sphère privée par rapport aux technologies digitales. Donc ça ne figure pas dans la loi parce qu'on ne l'a pas créé. Cette loi, contrairement à l'Europe. Et donc, ça a donné un champ de développement aux entreprises technologiques dans la direction vraiment de la surveillance. Le modèle de business étant celui de la pub paye tout. Il n'y a pas de protection de la sphère privée. Je n'ai pas de responsabilité par rapport à ce qui est écrit. Et donc, il y a une sorte d'incitation tacite à surveiller, capturer des informations, cibler les gens parce que ça me permet de leur proposer de la publicité ciblée. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse est, il faut qu'on se rende compte que la nature de la technologie numérique a radicalement changé dans les 15-20 dernières années. Il y a 20 ans, quand on achetait un logiciel, il était à nous. La seule intervention de l'entreprise productrice était de temps à autre un email qui nous disait il y a une mise à jour, est-ce que tu la veux? Et tu pouvais dire oui ou non. Mais le logiciel était à toi, il fonctionnait sur ton ordinateur, il n'avait aucune connexion derrière par rapport à l'entreprise productrice. Maintenant, on a une situation où il n'y a pratiquement plus de logiciels qu'on utilise qui ne soient pas installés sur les serveurs des entreprises productrices et nous,
ne sommes que des utilisateurs périphériques. L'exemple typique, c'est la suite bureautique qu'on utilise tous, hein, Word, Excel, etc., qu'on avait en notre propriété et que maintenant, on ne peut plus utiliser sans avoir un compte Microsoft et donc sans passer par les serveurs de Microsoft. Ça signifie que Microsoft a accès à tout ce que nous faisons. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelqu'un chez Microsoft qui lit chaque mot que Bruno Giussani écrit dans son logiciel. Le système est conçu de façon à nous obliger à passer par ces machines. Microsoft et tous les autres. Absolument. Quand on va sur Facebook, on entre dans le serveur de Meta. On n'est pas sur notre téléphone. Hein. On regarde notre téléphone, mais on est dans le serveur de Meta. Donc ça, c'est la deuxième chose à comprendre. On est passé d'une logique de technologie comme produit qu'on achetait, qu'on possédait, qu'on utilisait en propre, à une logique de plateforme, c'est-à-dire essentiellement on loue un service qu'on paye ou qu'on ne paye pas, mais même si on ne le paye pas, on le paye avec notre attention et avec la publicité, qui est totalement contrôlé par l'entreprise productrice. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est ces entreprises ont cette grande emprise sur notre vie. Nos vies individuelles et collectives dépendent de plus en plus de l'existence de ces systèmes technologiques sur lesquels fonctionnent nos infrastructures sociales et collectives. Nos administrations publiques fonctionnent à 90% sur ce qu'on appelle le cloud, le système en nuage, donc les serveurs distants des entreprises américaines. Nos vies privées, c'est exactement la même chose. Un logiciel, une application comme WhatsApp est devenue l'infrastructure par défaut de beaucoup de choses, des groupes de parents d'école, comment est-ce qu'on se coordonne pour aller en sortie le week-end. Le troisième élément, c'est que maintenant, ces entreprises qui sont tellement présentes et puissantes dans notre vie individuelle et collective sont en train de s'aligner de façon très, très rapide avec les priorités de l'administration américaine, de l'administration Trump. On savait déjà, ce n'est pas une nouveauté que nous, comme Européens, on a une grande dépendance de la technologie américaine, etc. Et d'ailleurs, ça ne touche pas que les technologies de l'information, ça touche toute technologie numériquement connectée. Ça touche les systèmes de gestion des hôpitaux, ça touche l'avion de chasse F-35, etc. Depuis longtemps, on a cette dépendance. Depuis longtemps, elle est un problème. Mais on s'en est un peu accommodé parce que le gouvernement américain, avec tous les bémols qu'il faut introduire dans cette phrase, on croyait à son engagement pour un monde basé sur les règles et sur le multilatéralisme et ce genre de choses. Et puis maintenant, on découvre par contre qu'en l'espace de quelques mois, on peut se trouver face à un gouvernement qui est plutôt hostile et qui, plutôt que de s'aligner sur un monde basé sur les règles, s'aligne sur un monde basé sur la force. Il y a une chose qui, moi, me fascine dans l'histoire des Big Tech et au fond de la Silicon Valley, c'est comment cette pensée de l'intelligence artificielle qui a permis le surgissement de l'intelligence artificielle, en tout cas son développement technologique aux États-Unis, est partie de la côte ouest des mouvements hippies, d'une vision communautaire et libertarienne de l'existence, et a fait une espèce de grande boucle utopique pour finir avec une espèce d'ultra-capitalisme débridé, une vision d'ailleurs assez organisée intellectuellement de surhumanité, une vision antidémocratique, une vision très élitiste. Les gens ne se rendent pas compte à quel point derrière il y a une vision élitiste. Mais disons quand même une vision assez structurée et avec une certaine, disons, dimension philosophique, alors que du côté de l'administration Trump, c'est d'une pauvreté terrible. Je veux dire, c'est le MAGA, cette espèce de marigot de petites idées populistes sans aucune dimension. Comment ces deux systèmes ont pu se mettre ensemble et peuvent travailler main dans la main dans une espèce d'alliance contre nature? Vous voyez ça comment? Je suis pas tout à fait sûr que la mouvance MAGA soit si dépourvue de base intellectuelle. La façon dont Trump et les siens sont arrivés au pouvoir en janvier et ont commencé à agir très, très rapidement, ne sort pas comme ça de nulle part. C'est très planifié, c'est très réfléchi et ça participe d'une vision politique très profonde, qui est une vision politique que je ne partage pas et que probablement vous ne partagez pas, qui est une vision politique de concentration du pouvoir autour de la présidence par rapport à toutes les garanties démocratiques, le Congrès, checks and balances et tout ça,
qui est une vision de gestion du pouvoir très, très verticalisée et clairement qui, quelque part, s'aligne assez bien avec cette vision très élitiste, technosolutionniste, libertaire de la Silicon Valley d'aujourd'hui. Cet alignement-là entre la réalité des grands milliardaires de la tech, disons. Voilà. Je simplifie un peu, mais les priorités de l'administration Trump sont... En fait, cet alignement-là, si on y regarde bien, n'est pas tout à fait surprenant parce que la vision politique MAGA, des Trumpistes, etc., est une vision essentiellement autoritaire et la structure de base, l'essence fondamentale du modèle technologique américain aujourd'hui est un modèle autoritaire. C'est un modèle de surveillance, de contrôle, de manipulation, d'uniformisation. Et donc, une alliance comme ça n'est pas tout à fait contre nature. Vous avez sorti le 17 novembre un livre, un petit livre passionnant aussi, intitulé « Moins d'Amérique dans nos vies ». Vous utilisez carrément le terme de vassalité à laquelle nous consentons. Mais qu'entendez-vous vraiment par vassalité ? Le dictionnaire Robert définit la souveraineté comme l'état d'un pays qui n'est pas soumis à d'autres pays. Ce dont on doit rapidement se rendre compte, c'est la souveraineté politique dans le monde d'aujourd'hui n'existe plus sans la souveraineté technologique, souveraineté numérique. Pourquoi ? Parce que la façon dont nous comprenons le monde, dont nous lisons le monde déjà, lisons entre guillemets, mais dont nous recevons l'information, la façon dont nous comprenons le monde, la façon dont nous nous accordons sur le monde, dont nous délibérons individuellement, collectivement sur le monde, passe presque complètement par ce type d'outils aujourd'hui. On a encore cette fantaisie que les journaux imprimés ont un grand pouvoir. La réalité, c'est où est l'attention des gens ? L'attention des gens est sur l'écran de téléphone. Quelqu'un que je cite dans le livre a dit il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un objet aussi regardé que le téléphone, que le smartphone. Et l'attention passe par là. Donc, la façon dont nous déterminons notre souveraineté politique ne peut pas faire l'économie de la façon dont nous regardons à notre souveraineté numérique. Dans le cas de l'Europe, on dépend complètement des plateformes américaines. Les statistiques nous disent que les gouvernements européens dépendent entre 80 et 90% des systèmes technologiques américains. Ils nous disent que le 80 quelque chose % des grandes entreprises européennes cotées en bourse fonctionnent sur des plateformes européennes. C'est-à-dire, nos gouvernements sont sur le cloud, sont sur les serveurs des entreprises américaines. Et alors, on nous répond, oui, mais ces serveurs-là appartiennent à Microsoft et Amazon, mais ils sont en Suisse. Et puis, on a des contrats. Et les contrats nous garantissent confidentialité, sécurité, etc. Et pourtant, il y a des lois américaines, comme le Cloud Act, qui disent explicitement que toute entreprise technologique américaine est obligée de fournir au gouvernement américain, sur demande justifiée et judiciaire, toute information, qu'elle soit hébergée en Amérique ou à l'étranger. Il y a eu, il y a quelques mois, une séance au Parlement français où ils ont convoqué le directeur du service légal de Microsoft France. C'est un peu le fournisseur de technologie par défaut des administrations publiques. Et on lui a demandé, mais est-ce que, sous serment, vous pouvez nous garantir que les informations que Microsoft reçoit de la part des entités publiques françaises ne peuvent pas être transmises au gouvernement américain sans l'accord des entités publiques françaises. Et lui a dit, je ne peux pas le garantir. Donc, une chose, c'est les milliers de communiqués de presse, autre chose, c'est la réalité. On pourrait aussi citer, ça c'est une chose qui m'intéresse moi beaucoup aussi, c'est le logiciel Epic qui est en train de s'installer dans les grands hôpitaux suisses et qui est un logiciel qui appartient à une multinationale américaine et sur lequel on va mettre toutes les données, y compris d'ailleurs un dossier informatisé du patient. On achète une plateforme, il faut acheter. Absolument. Il ne fonctionne qu'avec toutes sortes de mises à jour et tout un écosystème. Et au fond,
pour dire les choses, c'est non seulement qu'on va être dépendant au niveau économique, on se rend compte qu'il n'y a même pas un prix fixe de tout ça et que les mises à jour pourront être le prix qu'ils voudront, mais même la conception de la guerre des Américains, on va devoir l'adopter parce qu'elle est au fond imposée par la plateforme. Il y a plusieurs problèmes là. Évidemment, il y a le problème de la sphère privée, de la protection de ces données, mais aussi simplement le problème de l'accès. L'accès peut être retiré à n'importe quel moment. Mais dans le cas du F-35, c'est assez flagrant ça. Parce que moi, ce qui me frappe en Suisse, c'est le fait que la discussion se concentre essentiellement sur deux aspects. D'un côté, c'est la question du prix. Après tout, on est un pays de comptables, donc c'est la question du prix qui nous taraude. De l'autre côté, la question un peu moins discutée, mais qui commence à devenir assez évidente, du fait que le processus d'acquisition n'a pas été vraiment mené de façon très propre et nette. Par contre, le vrai sujet au centre de la discussion devrait être le fait que l'achat de ces avions nous lie complètement aux décisions et au bon vouloir du Pentagone et du gouvernement américain pour les prochaines 2 générations. Pourquoi? Parce que le F-35, comme tous les systèmes d'armes complexes, n'est plus un avion comme il pouvait être il y a 40 ans, c'est-à-dire j'achète l'avion, mon pilote apprend à l'utiliser et puis il est à moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est le remplir de carburant. C'est la pièce centrale d'un système connecté numériquement, très sophistiqué, qui comprend les mises à jour logicielles, qui comprend les systèmes de communication, qui comprend l'accès aux communications satellites, qui comprend les systèmes de ciblage, qui comprend les systèmes d'armes. Il y a plein d'éléments qui font que le F-35 est un système, est une plateforme, et cette plateforme-là dépend complètement du fait que les Américains ne l'éteignent pas. C'est-à-dire, si on devait se trouver dans une situation de conflit où les choix stratégiques, où l'intérêt national de la Suisse était pas aligné avec l'intérêt national américain, les Américains peuvent nous empêcher d'utiliser les avions qu'on a pourtant achetés et payés. L'autre exemple, c'est par exemple, quand les Américains se sont retirés il y a 2 ans ou 3 ans d'Afghanistan, l'armée afghane de l'époque, qui a été construite quand les Américains étaient là, était équipée d'avions et hélicoptères américains. 2 jours, 3 jours plus tard, aucun ne fonctionnait. Pas parce qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient là, ils n'avaient pas été touchés par des balles ou quoi que ce soit, ils étaient pleins d'essence, mais ils ne peuvent pas fonctionner sans cette plateforme technologique qui est faite de satellites et logiciels et plein d'autres choses qui continuent à dépendre du gouvernement américain. Et ça, c'est la discussion qu'on devrait avoir. Et bien alors, par exemple, parce que si je reprends l'exemple du logiciel EPIC, les seuls critères qui ont été utilisés, c'est des critères de est-ce que ça rencontre les besoins qu'un hôpital a, est-ce que c'est... Alors, il y a la question du coût, évidemment, coût-efficacité, mais il n'y a pas eu le critère de la souveraineté. Et le critère de... Alors, on s'attache beaucoup pour la médecine à la protection des données, mais très peu au fait que, comme vous l'avez dit, toutes ces données soient pompées ailleurs, dont on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. On est sûr, par contre, qu'elles sont utilisées pour améliorer des systèmes d'intelligence artificielle qui vont nous rendre encore plus dépendants de ce qu'on est en train de nourrir. Et puis, il n'y a pas non plus de réflexion sur la difficulté qu'il y aura de sortir de ces systèmes une fois qu'on y est depuis un certain temps. Et comment se fait-il qu'on soit encore dans un pareil état de naïveté dans notre pays et en Europe, enfin plus largement? Ouais, il faut tout d'abord dire que les systèmes en plateforme ont une série d'énormes avantages. Ah oui. Vous en avez mentionné quelques-uns, l'efficacité, la compatibilité, l'optimisation de processus, ce genre de choses. Donc, c'est pas un hasard si on a créé ces systèmes. Parce que en connectant tout, on arrive à avoir des niveaux d'efficacité et de compression des coûts, etc., qu'on n'aurait pas autrement. Évidemment, ça signifie qu'on s'adresse vers ces systèmes pour des raisons d'optimisation des coûts et d'optimisation des processus, etc., sans se rendre compte qu'en même temps, on se rend captif de ces systèmes. L'exemple classique, c'est Microsoft est en Europe depuis 40 ans, depuis qu'ils ont créé les premières versions en allemand et en français de Word, etc. Dans les administrations publiques en particulier, ils ne font que augmenter leur présence. Pourquoi? Parce qu'à un certain point, le coût du passage d'un système Microsoft à un autre système, par exemple en logiciel libre, en open source, est tel
que cet effort-là est considéré excessif. Il y a des offices fédéraux qui déclarent dans leur communiqué de presse qu'ils vont faire une mise à jour de Microsoft parce que c'est beaucoup trop compliqué d'en sortir. Ils se sont mis dans une situation de captivité telle qu'ils ne peuvent plus envisager une solution différente. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On peut envisager une solution différente, mais il faut consentir un grand effort. Il faut un effort de vision, il faut un effort d'investissement, il faut un effort pratique de transformer ou de transférer tout d'un système à l'autre. Et donc, on se dit, non, mais ça ne vaut pas la peine, alors on reste là-dedans. Une autre question qui me semble exister un peu en arrière-fond, c'est la question éthique. Est-ce qu'on peut lutter contre ces big tech qui se comportent, par exemple pour l'intelligence artificielle, comme des flibustiers qui ne cessent de piller les données sans aucune éthique, sans tenir compte des droits de propriété, en masquant toutes sortes de choses. Est-ce qu'on peut construire quelque chose face à ça? Comme a essayé d'ailleurs de le faire l'Europe avec toutes sortes de réglementations, et c'est quand même plutôt un échec. Ou bien est-ce qu'on est obligé aussi de baisser nos standards éthiques pour simplement répondre à la question de la souveraineté? Alors, d'un côté, évidemment, ce qu'on considère éthique ou moral évolue avec le temps. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait que les réglementations européennes sont un échec. Parce que si elles étaient un échec, l'administration Trump et les grandes entreprises de tech ne seraient pas si farouchement occupées à essayer de les faire sauter. Elles existent et elles sont quelque part le dernier rempart significatif par rapport à l'emprise totale de ces entreprises. Le développement de l'intelligence artificielle n'est plus un enjeu d'innovation technologique pour servir des buts, par exemple, commerciaux, c'est un enjeu géostratégique. C'est-à-dire, on considère que la concurrence stratégique avec la Chine et la puissance d'impact de l'intelligence artificielle mis ensemble font que on ne peut pas se permettre même de réfléchir à un potentiel problème et donc de décider que pendant 3 mois, on ne développe pas quelque chose parce qu'il faut qu'on en analyse les impacts potentiels. Parce que qu'est-ce qui se passerait si la Chine arrivait avant nous à des systèmes d'intelligence artificielle, comme on dit, généraux, c'est-à-dire capables de, grosso modo, faire la même chose que nous faisons comme humains, ou carrément des systèmes, comme on dit, de super-intelligence. On a peur que le pays ou l'entreprise qui arrive à ce niveau-là en premier, quelque part, prenne une sorte de escape velocity, ce soit inatteignable. Et vous en pensez quoi? Est-ce que c'est pas quand même... Moi, je pense que c'est une grosse mythologie, non? C'est un peu mythologie, ouais, tout à fait. C'est un peu mythologie. Mais quelque part, ça, c'est un peu la narration qui s'est imposée. Oui, c'est sûr. Et donc, le fait qu'existe une région comme l'Europe, une institution comme l'Union européenne qui continue à dire non, un instant, il y a les développements technologiques, il y a les intérêts commerciaux et économiques, mais il y a aussi la protection de la sphère privée, la protection de la démocratie, la protection d'un certain type de justice, etc. C'est-à-dire une série de valeurs, les droits humains, une série de valeurs qui sont propres quelque part à la culture européenne et qui s'incarnent dans les règles. Puis on peut être pas d'accord avec les mots qui sont dans les règles, mais quelque part, même si imparfaites, les règles et les lois européennes incarnent de façon légale nos valeurs. Et les entreprises américaines, l'administration américaine, font une pression immense pour que ces règles soient affaiblies ou carrément annulées. Donc, ça signifie qu'elles ne sont pas si inefficaces. Il y a aussi un moment où tu proposes dans ton livre une autre voie, une espèce de paradigme alternatif qui serait de créer un réseau de nombreuses petites plateformes interopérables plutôt qu'un nouveau géant. C'est quoi des plateformes nombreuses et interopérables? C'est un système différent. C'est pas mon idée. Je cite dans le livre Luca De Biase, qui est un journaliste italien spécialisé dans la question et qui a écrit souvent sur le sujet. Et la question centrale là est-ce que notre approche est possible? C'est-à-dire, est-ce que... Et je pense pas à les gouvernements européens devraient investir dans les startups. C'est pas ça le point du tout. C'est est-ce que
c'est imaginable de développer des technologies aussi efficaces que celles qu'on connaît, mais qui sont basées sur des critères de base différents. Par exemple, la transparence. La transparence dans le cas de l'intelligence artificielle sur les données utilisées pour entraîner et former les modèles de langage, par exemple, ou la transparence sur les critères qui sont ensuite annexés à ça par rapport à comment on dirige un modèle ou l'autre. Tout. Ou alors l'interopérabilité. L'interopérabilité, la façon plus simple d'expliquer, c'est si vous êtes chez un opérateur de téléphone et vous voulez aller chez un autre, vous ne devez pas changer de numéro de téléphone. Il voyage avec vous vers l'autre. La logique des big tech, c'est vraiment une logique. La logique de big tech, c'est une logique de capture totale. Capture totale, ouais. Et il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Ouais. Il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas quitter Facebook en prenant avec moi mes contacts avec mes amis, tout en permettant à mes amis de rester sur Facebook s'ils le veulent. Mais la logique du système fait que c'est une logique de capture totale et d'enfermement total. Donc, est-ce qu'on peut imaginez d'autres systèmes, des systèmes qui ne sont pas concentrés entre peu de mains, donc des grands systèmes, mais plutôt un grand nombre de petits systèmes qui fonctionnent comme ça. Si j'ai un principe d'interopérabilité, ça signifie qu'il n'y a pas besoin pour un système d'avoir 4 milliards de membres. Il peut y avoir beaucoup de petits systèmes qui ont des centaines de milliers ou des millions de membres, mais qui se parlent. Mais à un moment aussi, vous évoquez une espèce de croyance, hein, parce que vous parlez de la séduction de l'inévitabilité. Ouais. Et cette séduction, c'est une croyance. Enfin, on a tendance à penser que l'évolution de toute cette affaire des technologies de l'information est inévitable. Et est inévitable même dans sa trajectoire. Donc, absolument. Pas seulement dans le fait qu'on ne va pas la faire rentrer complètement dans la boîte, mais dans sa trajectoire. Absolument. Et ça, c'est vraiment un élément intéressant de l'histoire, de la façon dont la technologie évolue. Hein. Parce que la technologie évolue de deux façons parallèles. Toujours. Il y a la direction de l'évolution. Par exemple, on voyait déjà au début des années 90 ou au milieu des années 90 que c'était inévitable que notre usage principal de la technologie numérique allait se déplacer vers des formes mobiles. Parce que la société évoluait comme ça, parce qu'on était devenus nous-mêmes beaucoup plus mobiles, beaucoup plus connectés, parce qu'on voyageait beaucoup à l'étranger pour le travail, parce que on avait des formes distribuées des façons distribuées de fonctionner, etc. Donc, quelque part, il y a un élément inévitable qui est la direction de développement. Notre utilisation de la technologie numérique passe de l'ordinateur sur la table vers des modèles de plus en plus mobiles. Et aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, l'outil principal, c'est le smartphone. Par contre, il y a l'autre partie de l'évolution technologique qui est parallèle, qui est celle de la forme d'usage. Et nulle part était écrit que la forme d'usage devait être celle du smartphone. C'est-à-dire avec un système en application qui fait que les applications, c'est des mini-sites web beaucoup plus contrôlés. Hein. Ils sont contrôlés à 100% par l'entreprise qui les développe. Et donc, une forme d'usage qui capture l'attention des gens, qui capture beaucoup de données des gens. En fait, une forme d'usage qui est basée sur la surveillance. Et là, c'était le choix de Steve Jobs et d'Apple quand ils ont lancé l'iPhone, et puis de tous les autres qui ont suivi. C'était le choix d'un modèle en app basé sur la logique de la surveillance et de la capture de données. Ça, c'était pas... Données, ce n'est pas inévitable. On aurait pu choisir d'autres formes d'usage qui auraient garanti les mêmes fonctionnalités, mais par exemple sans surveillance. Mais on a choisi ça. Ça fait vraiment penser à Bentham et Michel Foucault. Oui, ça fait penser à beaucoup de choses comme ça. Absolument. Et dans surveiller et punir, mais enfin... Mais donc, il faut faire attention. Quand on a l'impression que c'est inévitable, quelque chose se passe comme ça, non, il y a des parties du développement technologique qui sont inévitables et il y a des parties qui ne le sont pas et qui sont des choix conscients de design et de développement faits pour atteindre certains buts dans le cas spécifique, pour atteindre un but de contrôle de ce que l'utilisateur fait et de capture de données pour lui vendre de la pub. Dans votre podcast, il y a à un moment une affirmation vraiment énigmatique et qui m'a fait drôle, moi. Donc, le podcast DevTech, la menace cognitive. On approche d'un point de bascule, dites-vous, les choses vont devenir plutôt étranges, plutôt rapidement. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Comme si elles n'étaient pas suffisamment étranges déjà. Alors déjà, on peut dire. Ce que j'entends par là, c'est qu'on est quelque part dans une sorte de spirale d'accélération par rapport à la fois à la quantité d'informations qui nous passe sous les yeux tous les jours, mais surtout au type d'informations. Il y a quelques jours, on m'a dit que selon certaines recherches, on a déjà passé le point où la quantité de images postées sur le web générées par l'intelligence artificielle est déjà plus grande que la quantité d'images produites par les humains. On vient d'une réalité historique où toute l'information d'un n'importe quel format était produite par des humains et on va très très vite bouger dans une réalité où la plupart de l'information, voire presque toute l'information, sera produite par des systèmes synthétiques, par l'intelligence artificielle. Texte, images, photos, musique, etc. Et donc, on entre dans cet espace plutôt bizarre que j'essaie de décrire dans le paragraphe dont vous avez extrait cette phrase, qui est l'espace dans lequel on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est un fait, qu'est-ce qui est un mythe, une invention, et surtout, même la description de la réalité, quand elle est, au mieux, elle va devenir vraisemblable. Elle va plus être, entre guillemets, vraie, au mieux, elle va devenir vraisemblable, mais souvent, elle va devenir fantastique. Si vous regardez, par exemple, récemment, OpenAI a lancé son système de génération de vidéos, de la nouvelle génération de son système de création de vidéos Sora. Et soudainement, il y a eu une quantité de vidéos générées par ça qui ont été mises sur les réseaux sociaux. Et quand on les regarde, on se dit, mais on s'éloigne vraiment, même de toute tentative de décrire la réalité ou d'imager la réalité. On met en image des mondes fantaisistes, quoi. Ça fait penser à ce que Baudrillard appelle le meurtre de la réalité, qui passe par la simulation, la virtualisation du monde, la séduction aussi. Il y a chez Baudrillard des réflexions passionnantes sur le fait que la technologie qui, aux origines, était là pour nous permettre de dominer le monde, devient tout d'un coup une espèce d'attracteur étrange. Et c'est peut-être la même étrangeté que celle que vous citez, c'est-à-dire que, alors, bien sûr qu'il y a des gens derrière, mais en même temps, c'est comme si on commençait, nous, à suivre les indications, les finalités même d'une technologie que nous avons nous-mêmes créée. Ouais. Comme si la créature prenait le dessus sur le créateur. Oui, absolument, il y a presque un truc biblique là-dedans. Absolument. Quelque part, on a toujours pensé à la technologie en termes de qu'est-ce qu'on pouvait en faire, comme vous dites, dominer le monde. Hein. Donc, ouais. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on commence à s'interroger sur qu'est-ce que la technologie peut faire de nous ou peut faire avec nous. Et c'est vraiment une question... c'est fou comme question. Très profonde, quoi. Profonde, vertigineuse. Mais il faut vraiment qu'on se la pose individuellement et collectivement. Baudrillard, d'ailleurs, disait une autre chose. Il disait, on entre dans une ère où la réalité n'a plus le temps de devenir réalité. C'est-à-dire, on est dans un flux incessant et qui s'accélère où chaque heure, chaque minute, quelque chose remplace ce qui venait avant. Et donc, on n'a même plus le temps d'absorber ce qui s'est passé, de le métaboliser, d'y réagir, de prendre une décision en conséquence de ça, parce que c'est tout de suite remplacé par quelque chose d'autre. Ça, d'ailleurs, c'est la tactique qu'utilise notamment Trump, mais pas uniquement, c'est-à-dire le flux incessant de décisions politiques, d'annonces, de billets sur les réseaux sociaux, de menaces. Pour finir, Bruno Doussagny, comment est-ce que vous vous situez, vous, face au futur ? Le titre de ce podcast, c'est « Parce qu'il faut bien vivre ». Parce qu'il faut bien vivre, c'est-à-dire il faut exister dans ce monde, essayer de faire sa trace, et il faut en même temps bien vivre, c'est-à-dire quand même trouver un sens et bien y vivre. Qu'est-ce que vous avez à en dire de ça ? Comment bien vivre ? Mais je pense que déjà, il faut prendre soin de soi et des autres, et c'est pas juste une question d'être
gentil et sympa, c'est aussi, je l'entends aussi collectivement, c'est-à-dire d'un point de vue politique. Mais je crois qu'on est aussi dans un moment où il faut que chacun de nous s'engage à faire une partie du boulot. C'est-à-dire, il faut qu'on se pose la question dont on vient de discuter. Chacun de nous, il faut qu'on comprenne, qu'on fasse l'effort d'étudier et de comprendre dans quel type de réalité nous entrons par rapport à tout ce qui nous est cher, à notre liberté, à notre liberté intellectuelle, à notre liberté de bouger, de se connecter, de discuter, de s'aimer, d'inventer des choses, parce que cette liberté-là est vraiment en danger. Et sans cette liberté-là, je ne vois pas comment on peut bien vivre. Et elle est menacée notamment par plein de choses, mais notamment par l'emprise des technologies sur notre vie et par le fait que ceux qui contrôlent ces technologies n'ont pas en tête le bien commun. Et donc, si d'un côté, on peut dire comment bien vivre, prenant soin de nous et des autres, il faut aussi, pour pouvoir continuer à bien vivre individuellement, collectivement, qu'on fasse ce boulot-là. Merci beaucoup Bruno Giussani pour cet entretien passionnant. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Parce qu'il faut bien vivre, avec mon invité du jour, Bruno Giussani, journaliste, écrivain et ancien curateur global des conférences TED. Je suis Bertrand Kieffer, médecin, éthicien et ex-rédacteur en chef de la Revue médicale suisse qui propose ce podcast. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.